Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'un des sujets à polémique depuis que l'humanité ploie sous les sévices du nouveau coronavirus. Quel traitement serait efficace pour prévenir ou traiter le mal? Je ne vous rappelle pas la polémique autour de la chloroquine, qui a fini par s'estomper. Les chercheurs continuent quand même de réfléchir à l'arme fatale contre la Covid-19. L'Afrique semble, à défaut d'une solution propre, s'aligner sur les protocoles en vigueur sur d'autres continents. Est-ce la meilleure solution, la meilleure option? Nous posons la question à un chercheur en santé publique, habitué de ce plateau de l'entretien du jour. Direction Paris 18e, où nous attend le docteur Célestin Alexis Aguessi. Bonjour, docteur Aguessi. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Je le disais en intro, vous êtes chercheur en santé publique, entre autres. Vous êtes au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris dans le 18e en disponibilité pour le moment. Ma première question, docteur Aguessi, la médecine est-elle désormais mieux aguerrie pour prendre en charge les cas de Covid-19 qu'on continue d'enregistrer avec plus d'efficacité? Oui, effectivement, c'est une excellente question puisque depuis maintenant 8 mois, nous avons de manière continue amélioré la prise en charge des patients. Au début, nous avons été pris de court, comme beaucoup de gens, parce que nous ne connaissions pas la physiopathologie, c'est-à-dire que la manière dont la maladie se mettait en place, ses conséquences immédiates à moyen terme et à très long terme. Aujourd'hui, on parle même de Covid chronique. C'est pour dire qu'au mois de mars, on pensait que les gens avaient besoin d'une intubation immédiate. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'on peut délayer, on peut retarder l'issue fatale de la Covid en mettant en place des procédures différentes, de manière beaucoup plus raisonnée et le traitement de plus en plus, je dirais, conventionnel de toute pathologie virale, associé aujourd'hui à un effet extraordinaire, mais que nous connaissions déjà de la dexaméthasone, qui est un corticoïde, dans les formes graves, donc dans les formes en réanimation, en soins intensifs, et des patients qui ont beaucoup de comorbidités. Nous savons aujourd'hui que cette molécule, elle est efficace, puisqu'elle diminue la mortalité de 30%. Nous n'allons pas revenir sur la controverse sur la chloroquine, mais il faut quand même en toucher un mot. Il faut en toucher un mot parce que pour la première fois depuis très longtemps, des milliers de chercheurs, des milliers de scientifiques, des milliers de médecins de par le monde ont conjugué leurs efforts pour essayer de trouver un médicament qui fonctionne. Ils ont pour cela établi beaucoup d'études, réalisé beaucoup de protocoles, les uns meilleurs que les autres. Mais aujourd'hui, force est de constater que avec toute la mise en œuvre de la machinerie scientifique, il est sans doute un peu dommage, je dirais un peu triste aussi, de se rendre compte que ces molécules sur lesquelles beaucoup, dont moi-même avons placé beaucoup d'espoir, n'a pas réussi à donner la preuve de son efficacité sous toutes les formes de Covid. Qu'on s'en souvienne, beaucoup de pays ont mis en place des protocoles pour traiter cette maladie avec la chloroquine. Aujourd'hui, de par le monde, on voit une désescalade de tous les pays qui, au départ, même de manière urgente, ont donné l'autorisation de la chloroquine comme de traitement. Je prends un exemple assez éloquent. Le président Trump, qui vit sa réélection le 3 novembre, a été l'un des éléments fondamentaux de l'état d'urgence dans lequel la FDA, la Food and Drug Administration, a autorisé la chloroquine comme traitement aussi bien préventif que curatif. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été lui-même malade, est-ce qu'il a utilisé la chloroquine comme moyen de soin? Non, il n'a pas utilisé la chloroquine. Il a utilisé des anticorps monoclonaux. Docteur Aguessi, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est compte tenu de son statut de président des États-Unis, j'allais dire, qu'un traitement plus efficace lui a été recommandé pour qu'il soit plus rapidement rétabli? Oui, non, vous avez dit plus efficace. Or, il disait quoi, Trump? Il disait que la chloroquine fonctionne, la chloroquine est une bonne molécule, la chloroquine c'est génial, c'est la molécule du siècle.
Or, lui-même, en étant malade, ne l'a pas utilisé. Cela signifie qu'ils ont été conscients, puisque la Food and Drug Administration a retiré l'autorisation de la chloroquine, comme celle du Remdesivir d'ailleurs, ce médicament miracle aussi. Donc, vous voyez, la controverse sur les thérapeutiques continue toujours parce que le savoir profane, je dis le savoir profane, c'est-à-dire que celui qui n'est pas médecin, qui n'est pas scientifique, mais qui peut lire, qui peut essayer de comprendre ce que dit la science, aujourd'hui a une valeur ajoutée sur la scène des réseaux sociaux, sur la scène de la communication. Donc, il y a eu énormément de fausses nouvelles, il y a eu beaucoup de, je dirais, de fake news de la part même des scientifiques. Et c'est ça le vrai drame. Les scientifiques n'ont pas su harmoniser leur protocole, n'ont pas su détecter au plus tôt, même les faux. Même ceux qui étaient contre la chloroquine ont fait des faux. Le Lancet Gate, par exemple. C'est assez étonnant de se rendre compte que, oui, il y a une grande controverse sur cette molécule et aujourd'hui, il faut la dépasser pour tirer la substantifique moelle de la science. Ce que dit la science sur cette molécule. Bien entendu, il y a d'autres traitements qui fonctionnent. Pas de manière extraordinaire, mais qui fonctionnent. Le président Trump, par exemple, a été guéri avec du Renégon, qui est un médicament qui coûte extrêmement cher. Ce sont des anticorps monoclonaux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a pris de manière synthétique, on a fabriqué des anticorps spécialement dirigés contre deux protéines du virus et effectivement, ça ne peut que marcher. Mais à quel prix et à quel coût? Est-ce qu'on peut penser que les 7 milliards d'êtres humains qu'on a ou les 40 millions de gens contaminés auront droit à ces anticorps? Non. Aujourd'hui, il y a d'autres médicaments expérimentaux dont la production n'a même pas encore commencé, qui n'ont même pas encore fait la preuve de leur efficacité. Donc, il y a une recherche fondamentale qui est mise en branle, il y a une recherche qui est en cours de route, et les Africains aussi, et c'est là où je vais en venir, doivent aussi essayer de trouver des molécules, des produits à base de notre culture pour essayer de traiter cette maladie. Et il y a eu beaucoup d'expérimentations en Afrique. Vous n'arrêtez pas, docteur Agbessi, j'allais juste ajouter que dans la plupart des pays africains, ou dans certains des pays, dans certains des pays africains, la chloroquine continue d'être un médicament prescrit, que ce soit à titre préventif ou même quand on engage un traitement. On retrouve encore cette molécule dans les prescriptions faites. Est-ce que dans ces pays, on est en train de faire fausse route? Vous savez, je travaille dans les pays du Nord. Et effectivement, dans les pays du Nord, on sait qu'on a fait fausse route. Très clairement. On le sait de manière évidente. Donc, le débat de ce côté-là, il n'est pas clos, mais il est presque clos. Dans les pays du Sud, donc, si je caricature un peu en disant les pays d'Afrique subsaharienne, effectivement, la grande majorité de ces pays-là utilisent encore la chloroquine. Or, ce qui est démontré, et ce qui est encore en cours d'être démontré, c'est que si la chloroquine, c'est un tupaludéen, et qui d'ailleurs ne fonctionne pas contre le Plasmodium falciparum, puisqu'il est chloroquino-résistant, si la chloroquine fonctionne encore pour le Plasmodium ovale vivax, il n'y a pas d'études africaines, spécifiquement africaines, qui montrent que la chloroquine dans ce contexte africain fonctionnerait plus que dans les pays du Nord. Ça signifie quoi? Ça signifie que la résistance africaine dont on a parlé, de manière, je dirais, sans doute un peu prématurée au départ, mais qui se confirme à juste titre, mais par des études scientifiques, montre que ce qui a protégé l'Afrique, ce qui fonctionne en Afrique, ce n'est pas la chloroquine, parce que les études préceptes qui montrent la valeur de l'âge sont tellement importantes qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde, je dis bien tout le monde s'accorde pour dire que ce qui a sauvé l'Afrique dès le départ, c'est l'âge des Africains. L'âge médian des Africains est de 19 ans. Ça signifie quoi? Que la moitié de la population africaine a moins de 19 ans. Pour mémoire, l'âge médian de la Chine, c'est de 38,5 ans. L'âge médian de l'Europe, c'est 43 ans. Vous voyez donc qu'une personne sur 5
en Europe a plus de 65 ans. Je dis bien une personne sur 5 en Europe a plus de 65 ans, alors qu'en Afrique, plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Cela signifie que, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, puisqu'il y a énormément des millions de gens qui sont atteints aujourd'hui en Europe, et quand on prend la tranche d'âge des patients qui ont moins de 19 ans, la maladie est quasiment bénigne. Cela signifie qu'en toute logique, si nous en Afrique nous sommes extrêmement jeunes, nous aurons donc des formes bénignes. Et si on teste encore plus la population africaine, on se rendra compte qu'il y a une plus grande proportion de gens probablement atteints et que cette grande majorité de cas ne donne forcément pas lieu à un taux de mortalité plus élevé. Tout à fait. Et donc le rôle de la chloroquine serait, à mon sens, à mon avis, très, très, très limité. Par contre, qu'en Afrique, on recourt à des traitements à base de nos cultures. Simplement, docteur, pour conclure. Oui, parce que la nature, je suis un scientifique et je le revendique comme tel, mais la nature a quelque chose de bien qu'elle essaye de mettre à disposition dans les contextes précis les éléments qui nous permettent de nous soigner nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des produits locaux, nous avons une culture locale de pharmacopée qui nous aide à prendre en charge certaines maladies. Il faut les étudier, il faut les rendre, je dirais, rationnellement probants pour que, à partir de cette richesse, l'Afrique, c'est quand même bientôt 1,5 milliard de personnes. Nous avons une richesse extraordinaire et il faut l'exploiter. Je dirais à la fin, je sais, je comprends très bien, mais il est extrêmement important que les politiques publiques africaines tiennent compte des réalités locales et des tensions locales afin de mettre en place des produits qui permettent aux Africains, de manière scientifique, de se soigner. Merci, docteur Célestin Aguessi. Vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris. En disponibilité, on répondait à la question des traitements. Est-ce que la médecine est désormais plus aguerrie pour faire face au cas de Covid-19? On aura compris votre réponse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous.